Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On s'attaque aujourd'hui à un livre, Ah oui. au titre assez provocateur. Hmm, Tout est foutu. Pas très joyeux comme début, me direz-vous. c'est vrai. Mais rassurez-vous, c'est une œuvre philosophique qui nous promet un voyage fascinant à travers l'espoir, le désespoir. Oui. Et toute la complexité de la condition humaine. Et ce qui est intriguant, c'est que le livre est divisé en deux parties, l'espoir. Oui. Et puis tout est foutu. On se demande comment tout peut être foutu s'il a une partie entière consacrée à l'espoir. N'est-ce pas un peu contradictoire? Exactement. C'est ce qui rend le livre si intéressant. On va décortiquer cette contradiction apparente. D'accord. En commençant par l'histoire incroyable de Witold Pilecki, un personnage qui incarne l'espoir dans un contexte des plus sombres, la Seconde Guerre mondiale et le camp d'Auschwitz. Pilecki était un officier de l'armée polonaise pendant la guerre. Imaginez la Pologne envahie, prise en étau entre les nazis et les soviétiques, face à la disparition de nombreux Polonais envoyés vers l'Eddré. Il se met en tête d'enquêter sur un lieu mystérieux et terrifiant, Auschwitz. Et là, il prend une décision absolument folle. Au lieu de fuir, il choisit de se faire arrêter pour entrer dans le camp Oui, et découvrir la vérité. On parle d'un courage extraordinaire. absolument. L'auteur utilise d'ailleurs Pilecki comme un exemple parfait du besoin des héros, surtout en temps de crise. Pilecki incarne cette lueur d'espoir, cette force de résistance face à l'horreur. Mais pourquoi avons-nous tant besoin de héros, surtout quand tout semble perdu? C'est une question fascinante. Est-ce que c'est une façon de se rassurer, de se dire que même dans les pires situations, l'espoir est permis, que le bien peut triompher? C'est une des pistes explorées par l'auteur. Il souligne que les héros nous inspirent, ils nous donnent la force de continuer à lutter. Même quand tout semble foutu, Pilecki, en s'infiltrant volontairement dans Auschwitz, nous montre qu'il est possible de résister même face à l'inconcevable. Il ne se contente pas d'entrer dans le camp. Il y organise un réseau de résistance, transmet des informations à l'extérieur et réussit même à fabriquer un émetteur radio. On dirait un scénario de film d'espionnage. Sauf que là, c'est la réalité. Pendant 2 ans, Pilecki documente l'horreur d'Auschwitz, les conditions de vie inhumaines, les exécutions sommaires, les chambres à gaz. Ces rapports sont terrifiants, mais l'aide extérieure ne vient pas. Et finalement, il réussit à s'évader en 1943, une évasion rocambolesque. Il simule une maladie s'échappe de l'hôpital. Pendant la nuit court jusqu'à une rivière où il retrouve des vêtements civils, un vrai héros de film d'action. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Après la guerre, Pilecki continue de lutter contre l'oppression cette fois-ci soviétique en Pologne. Malheureusement, son courage lui coûte la vie. Il est arrêté en 1947, accusé de trahison, torturé pendant des mois, et finalement exécuté en 1948, une fin tragique pour un homme qui a tout risqué pour la liberté. Exactement. L'auteur souligne le contraste tragique entre l'espoir incarné par Pilecki et la réalité de son destin. Il nous pousse à nous interroger sur la nature même de l'espoir. Est-ce une illusion, une force qui nous pousse à agir malgré tout, ou un piège qui nous conduit à la désillusion? Une question difficile. Mais avant de plonger dans le désespoir total, l'auteur explore un autre aspect fascinant de la psychologie humaine, l'illusion de la maîtrise de soi. Et pour illustrer ce point, il nous présente le cas d'Elliot, un brillant cadre d'entreprise victime d'une tumeur au cerveau. Le cas d'Elliot est un exemple frappant de l'importance souvent sous-estimée de nos émotions. Après une opération pour retirer sa tumeur, Elliot semble parfaitement rétabli. Il retourne au travail, retrouve sa famille, ses amis, sauf qu'en réalité, il a perdu quelque chose d'essentiel, sa capacité à ressentir des émotions. Attendez, il ne ressentait plus rien, ni joie, ni tristesse, ni colère. On pourrait croire que c'est un avantage, non fini le stress, les frustrations, les chagrins d'amour. En théorie, ça peut paraître tentant, mais en pratique, c'est un véritable cauchemar. Elliot, incapable de ressentir, devient incapable de prendre les décisions, même les plus simples. C'est étrange. On pourrait penser que la raison sans les émotions serait plus efficace pour prendre des décisions. Et pourtant, c'est tout le contraire. Nos émotions, aussi dérangeantes soient-elles, nous aident à évaluer les situations, à hiérarchiser nos priorités, à faire des choix. Elliot, privé de cette boussole émotionnelle, se retrouve paralysé. Il est comme un ordinateur qui a perdu son système d'exploitation, incapable de faire quoi que ce soit. Exactement. Son intelligence est intacte, mais il ne peut plus l'utiliser à bon escient. Résultat, il perd son travail, sa femme, son argent, et finit par se retrouver seul et démuni, une véritable descente aux enfers. Une histoire vraiment troublante. On a tendance à voir nos émotions comme une faiblesse. Mais le cas d'Elliot nous montre qu'elles sont essentielles à notre équilibre, à notre capacité à vivre et à faire des choix. Tout à fait. Et c'est là que l'auteur introduit un concept clé de son livre, l'idée qu'on a non pas un, mais 2 cerveaux. 2 cerveaux, on dirait un film de science-fiction. Pas du tout. L'auteur utilise la métaphore d'une voiture pour expliquer le fonctionnement de notre esprit. Imaginez votre voiture conscience roule sur la route de la vie.
Au volant, il y a un cerveau pensant rationnel méthodique. Il analyse les cartes et calcule le meilleur itinéraire. Et sur le siège passager? Sur le siège passager, on retrouve le cerveau émotionnel qui réagit à l'instinct, aux envies, aux impulsions. Il est spontané et parfois impulsif, voire totalement irrationnel. Et le problème, c'est qu'il a tendance à vouloir prendre le volant. On est donc constamment tiraillé entre la raison et l'émotion. On se croit maître de nos décisions. Mais en réalité, c'est souvent notre cerveau émotionnel qui prend le dessus. Exactement. Et c'est pour ça que l'auteur parle d'illusion de la maîtrise de soi. On ne peut pas simplement supprimer ou ignorer nos émotions. Elles font partie intégrante de ce que nous sommes. Alors comment faire? On est condamné à être ballotté entre ces deux cerveaux. Pas forcément. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions, mais plutôt d'apprendre à négocier avec elles, à les comprendre, à les canaliser. On pourrait dire qu'il faut apprendre à conduire notre voiture conscience en collaboration avec notre passager émotionnel, plutôt que de le laisser prendre le volant et nous mener n'importe où. C'est une image assez parlante. Mais concrètement, comment négocier avec nos émotions? On leur offre un café et un croissant pour qu'elles se tiennent tranquilles. Pas exactement. L'auteur propose plusieurs pistes, notamment la méditation et la pleine conscience. Il s'agit d'apprendre à observer nos émotions sans jugement, à les laisser venir et repartir comme des vagues sur l'océan. Donc au lieu de lutter contre nos émotions, il faut apprendre à les accueillir, à les écouter, à les comprendre. C'est exactement ça. Et c'est là qu'on arrive à la métaphore de la voiture de clone. Une image qui illustre bien le chaos que nos émotions peuvent créer dans nos vies. Ah oui, la fameuse voiture de clone, j'avoue que ça me rend curieux. Imaginez une voiture remplie de clans. Ces clans, ce sont nos désirs, nos pulsions, nos envies, nos objectifs, souvent contradictoires. Ils s'agitent à fond du bruit, se chamaillent pour avoir le volant. Et le conducteur dans tout ça, il essaie de garder le contrôle. Le conducteur, c'est notre cerveau. Pensant, il essaie de suivre un itinéraire, d'atteindre un objectif, mais il est constamment interrompu, distrait, dévié de sa route par les clans. Un vrai cauchemar pour le conducteur. Et j'imagine que la voiture ne va pas très loin avec tous ces clowns qui se disputent le volant. Exactement, la voiture de clown, c'est la métaphore d'une vie chaotique guidée par des impulsions contradictoires. On court après un objectif, puis un autre, on se laisse distraire, on s'éparpille, on a l'impression d'avancer, mais on ne va nulle part. C'est une image assez frappante. Il faut l'avouer, et je pense qu'on s'est tous retrouvés au volant de cette voiture de clown à un moment ou un autre de notre vie. Oui, c'est une expérience assez universelle. L'important, c'est d'en prendre conscience et d'apprendre à gérer ces clowns qui s'agitent en nous. Donc au lieu de les laisser prendre le contrôle de la voiture, il faut les dompter, les faire coopérer, les mettre au service d'un objectif commun. Exactement. L'auteur nous invite à identifier les clowns qui nous empêchent d'avancer, à comprendre leur motivation et à négocier avec eux pour qu'ils cessent de semer le chaos. Un vrai travail de diplomatie interne en somme. Tout à fait. Et ce travail demande de la patience, de la persévérance et surtout beaucoup de bienveillance envers soi-même. On a donc exploré la première partie du livre L'espoir, avec l'histoire de Pilecki, ce héros au destin tragique et la désillusion de la maîtrise de soi. Mais il est temps de plonger dans la deuxième partie, celle qui donne son titre au livre « Tout est foutu », un titre qui promet d'être joyeux. On verra bien, c'est dans cette deuxième partie que l'auteur explore la philosophie de Kant la souffrance comme constante universelle et nous propose un guide satirique pour fonder sa propre religion. Ah oui, ça promet d'être intéressant. On se retrouve dans la deuxième partie de ce Deep Dive pour décortiquer tout ça. À bientôt. À bientôt. Reprenons notre exploration de Tout est foutu, et plus précisément de la deuxième partie du livre qui porte ce titre provocateur. Accrochez-vous, on entre dans le vif du sujet avec un monument, la philosophie Emmanuel Kant. Quand le philosophe allemand, j'avoue que mes cours de philo sont un peu loin, qu'est-ce qu'il vient faire dans un livre qui s'appelle Tout est foutu? Eh bien, l'auteur s'appuie sur la philosophie de Kant pour développer sa propre vision de la condition humaine. Il reprend notamment l'idée de l'impératif catégorique, un concept central dans la morale kantienne. L'impératif catégorique. Vous pouvez me rafraîchir la mémoire. Ça me dit vaguement quelque chose. Pour faire simple, l'impératif catégorique, c'est un peu comme une loi morale universelle qui devrait guider nos actions. En gros, il s'agit d'agir selon des principes qu'on pourrait vouloir voir appliqués par tout le monde, un peu comme la règle d'or « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Ah oui, d'accord, ça me parle plus comme ça. Mais quel est le lien avec le livre? L'auteur relie l'impératif catégorique aux 3 stades de développement moral qu'il identifie dans le livre L'enfant, l'adolescent et l'adulte. 3 stades de développement moral, c'est-à-dire on retombe en enfance. Pas littéralement. Disons que l'enfant agit par pur plaisir ou pour éviter la douleur. Il est égocentrique, focalisé sur ses besoins immédiats. Puis vient l'adolescent qui intègre les règles, les principes moraux, mais il a tendance à les contourner pour obtenir ce qu'il veut. Un peu comme un négociateur en herbe qui marchande les règles en permanence. Exactement. L'adolescent est prêt à tout pour satisfaire ses désirs, même à faire des choses qu'il sait être mal. Et enfin, on arrive à l'adulte.
L'adulte, le sage qui a tout compris. Pas forcément le sage, mais disons celui qui a compris que le bonheur ne se résume pas à une accumulation de plaisirs égoïstes. L'adulte agit selon ses valeurs de manière inconditionnelle, sans rien attendre en retour. Il intègre l'impératif catégorique, en quelque sorte. C'est beau sur le papier, mais est-ce qu'on rencontre beaucoup d'adultes comme ça? Dans la vraie vie, j'ai comme un doute. C'est justement le constat pessimiste de l'auteur, d'où le titre « Tout est foutu ». Il observe que la plupart des gens restent bloqués dans une phase adolescente, obnubilés par leurs propres désirs, incapables de penser au bien commun. Oh, pas très réjouissant comme constat. On est donc condamné à errer dans un monde peuplé d'adolescents attardés. C'est un peu la vision sombre que l'auteur nous propose dans cette deuxième partie, et il va plus loin en explorant un autre concept, clé la souffrance comme constante universelle. Attendez, la souffrance comme constante. Expliquez-moi ça, parce que là je suis perdu. On est programmé pour souffrir dès la naissance. Pas exactement. L'auteur s'appuie sur des recherches scientifiques qui montrent que notre niveau de bonheur est relativement stable tout au long de notre vie. On pourrait parler d'un point de référence du bonheur. Imaginez une échelle du bonheur. On a tous un point de référence personnel sur cette échelle. Quand quelque chose de bien nous arrive, on monte sur l'échelle. On est heureux. Mais au bout d'un moment, on redescend à notre point de référence. Pareil, quand quelque chose de négatif se produit, on descend sur l'échelle, on est triste, mais on finit par remonter à notre point de référence. Donc on s'habitue à tout au bonheur comme au malheur. Exactement, ce qu'on appelle le tapis roulant hédonique. On court après le bonheur, on accumule les biens matériels, les succès, les relations, mais au final, on n'est jamais vraiment satisfait. On se retrouve toujours sur ce tapis roulant à courir après la prochaine source de satisfaction sans jamais atteindre un état de bonheur durable. C'est un peu déprimant comme vision, non? On dirait que le bonheur est une carotte qu'on essaie d'attraper, mais qui reste toujours hors de portée. C'est vrai. Mais l'auteur ne se contente pas de dresser un constat pessimiste. Il nous invite à prendre conscience de ce mécanisme pour ne pas tomber dans le piège de la quête sans fin du bonheur. C'est-à-dire accepter que le bonheur n'est qu'une illusion. Pas forcément, il s'agit plutôt de comprendre que le bonheur ne dépend pas uniquement de facteurs extérieurs, mais aussi de notre état d'esprit, de notre capacité à apprécier ce que nous avons, à cultiver la gratitude, la compassion, la bienveillance. Donc, au lieu de courir après le bonheur, il faudrait apprendre à le savourer au moment présent. Exactement. Et c'est là que l'auteur nous propose une réflexion assez provocatrice sur la religion. La religion, on parle de philosophie, de psychologie, et maintenant de religion. Quel est le rapport? L'auteur voit la religion comme une tentative aussi imparfaite soit-elle, de donner du sens à la souffrance, à l'existence humaine. Il nous propose de nous convertir, de créer notre propre religion. Pas vraiment, il propose plutôt un guide satirique pour fonder sa propre religion en 6 étapes. Un guide satirique, ça m'intrigue, dites-moi plus. La première étape, c'est de vendre de l'espoir aux désespérés. Il faut identifier les gens qui souffrent, qui cherchent un sens à leur vie et leur proposer une solution, une vision du monde qui leur donne de l'espoir. Un peu comme un gourou qui promet le bonheur à ses disciples. Oui, il y a un peu de ça. Ensuite, il faut créer des systèmes de croyances cohérents et visionnaires qui répondent aux besoins de tes disciples. Des croyances qui ne doivent pas forcément être basées sur des faits scientifiques, j'imagine. Pas nécessairement l'important, c'est qu'elles soient convaincantes, qu'elles donnent du sens au monde, qu'elles apaisent les angoisses et les doutes. Et après, les croyances sont faites, quoi. Il faut mettre en place des rites. L'auteur insiste beaucoup sur l'importance des rites, des symboles, des cérémonies. Ils permettent de renforcer les liens entre les membres du groupe et de donner du poids aux croyances. Un peu comme les messes, les prières, les pèlerinages dans les religions traditionnelles. Exactement. Ensuite, il faut promettre le paradis. Il faut donner à tes disciples une vision d'un avenir meilleur, une récompense pour leur foi et leurs efforts. Une carotte au bout du bâton, en quelque sorte. Oui, on peut le voir comme ça. Et la dernière étape, profiter. Profiter de quoi? Eh bien, une fois que tu as une communauté de fidèles qui te suivent aveuglément, tu peux commencer à récolter les bénéfices, pouvoir, argent, prestige. C'est un peu cynique comme vision de la religion. Oui, c'est volontairement provocateur. L'auteur ne cherche pas à promouvoir la création de sectes, mais plutôt à décrypter les mécanismes psychologiques qui sous-tendent la religion et plus largement les systèmes de croyance. Je comprends. Et au fond, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire à travers ce guide satirique? Il nous met en garde contre le danger de l'extrémisme, du fanatisme qui naissent quand on abandonne notre esprit critique et qu'on se laisse aveugler par nos émotions, par des promesses illusoires. Un message qui résonne particulièrement fort dans le contexte actuel où les fake news et les discours populistes prolifèrent. Tout à fait, l'auteur nous invite à cultiver notre esprit critique, à ne pas prendre les choses pour argent, comptant à remettre en question les discours simplistes et les solutions miracles. Donc un appel à la raison, à la nuance, à la réflexion. Exactement. Et c'est là qu'on arrive à l'histoire de Tish Kwang, le moine bouddhiste, qui s'est immolé par le feu en 1963 pour protester contre la persécution des bouddhistes au Vietnam. Une histoire tragique qui a marqué les esprits.
Oui, et l'auteur utilise cette histoire pour illustrer le pouvoir de l'engagement de sacrifice quand ils sont guidés par des valeurs fortes. Ishkweng incarne une forme de résistance extrême. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que son acte a eu un impact considérable sur l'opinion publique internationale et a contribué à faire basculer le régime de Diem au Vietnam. Un acte individuel qui a eu des conséquences politiques majeures. Exactement. Et l'auteur souligne que ce genre d'acte extrême n'est possible que si l'individu est capable de transcender sa propre souffrance, ses propres désirs, pour se mettre au service d'une cause plus grande que lui. Un peu comme Pilecki, qui a sacrifié sa vie pour la liberté. Oui, il y a un parallèle à faire entre ces deux destins, même si les contextes sont très différents. Des destins tragiques qui nous interrogent sur le sens de la vie, sur ce qui vaut la peine de se battre, sur ce qui donne du sens à notre existence. Tout à fait. Et c'est là que l'auteur nous propose une dernière réflexion sur l'espoir. L'espoir, mais je croyais que tout était foutu. Oui, mais l'espoir n'est pas forcément là où on l'attend. Il ne s'agit pas d'une vision naïve d'un avenir radieux, mais plutôt d'une acceptation lucide de la souffrance, de la complexité de la vie. Un espoir qui naît de la lucidité. Exactement. Et c'est cet espoir-là qui nous permet d'agir, de nous engager, de donner du sens à notre existence, même si tout semble foutu. Une conclusion assez paradoxale, mais qui donne matière à réflexion. On se retrouve dans la troisième partie de ce deep dive pour explorer plus en profondeur cette notion d'espoir lucide et les pistes concrètes que l'auteur propose pour naviguer dans un monde où tout semble foutu. On a exploré les méandres du désespoir, de la souffrance et même de la religion dans cette deuxième partie. Oui. Mais l'auteur ne nous abandonne pas au bord du gouffre. Il nous propose une bouée de sauvetage, une lueur d'espoir dans ce monde où tout est foutu. Ah ouf, j'avoue que j'avais besoin d'un peu d'optimisme. Quelle est cette bouée de sauvetage? Un plan pour sauver le monde? Une potion magique? Non, rien de tout ça. L'auteur nous invite à explorer des voies plus intérieures, plus personnelles. Il nous parle de méditation, de pleine conscience de ces pratiques qui nous permettent de nous reconnecter à nous-mêmes au moment présent. La méditation, c'est un peu cliché. Pensez au vie. Non, on dirait une solution de gourou New Age. Détrompez-vous, la méditation est une pratique ancestrale qui a fait ses preuves. Elle est de plus en plus étudiée par les scientifiques et les résultats sont étonnants. Réduction du stress, amélioration de la concentration, développement de l'empathie. D'accord, ça commence à m'intéresser, mais concrètement, la méditation, ça consiste en quoi? S'asseoir en tailleur, fermer les yeux et répéter des mantras. Il existe de nombreuses techniques de méditation. Certaines sont basées sur la respiration, d'autres sur la visualisation, d'autres encore sur la répétition de sons ou de phrases. L'important, c'est de trouver la technique qui nous convient, celle qui nous aide à calmer notre mental et à nous reconnecter à l'instant présent. C'est un peu comme apprivoiser les clowns dans notre voiture. Non, au lieu de les laisser crier et se disputer, on leur apprend à se calmer, à respirer, à profiter du voyage. Exactement. La méditation, c'est un peu comme un entraînement pour notre esprit. On apprend à observer nos pensées et nos émotions sans jugement, à les laisser venir et repartir comme des nuages dans le ciel. Et l'auteur, il pratique la méditation lui-même. Oui, il raconte qu'il a commencé à méditer il y a quelques années et que ça a transformé sa vie. Il était stressé, anxieux, toujours en train de courir après quelque chose. La méditation l'a aidé à ralentir, à se recentrer, à apprécier les choses simples de la vie. C'est un beau témoignage. Et concrètement, pour se lancer dans la méditation, il faut quoi? Un tapis de yoga, des bougies parfumées, une musique zen. Et rien de tout ça n'est indispensable. On peut méditer n'importe où, n'importe quand. L'important, c'est de se créer un espace calme, de se mettre dans une position confortable et de se concentrer sur sa respiration. Et l'auteur, il donne des conseils pour les débutants. Oui, il recommande de commencer par de courtes séances de 5 ou 10 minutes par jour et d'augmenter progressivement la durée au fur et à mesure qu'on se sent plus à l'aise. Il insiste aussi sur l'importance de la régularité. Mieux vaut méditer 10 minutes chaque jour que 1 heure une fois par semaine. Donc la clé, c'est la persévérance, comme pour tout apprentissage. Exactement. Et pour ceux qui n'auraient pas le temps ou la patience de s'asseoir en méditation, l'auteur propose une alternative, la pleine conscience dans la vie quotidienne. La pleine conscience, c'est-à-dire? C'est une façon d'être plus présent à ce que l'on fait, à ce que l'on vit, sans se laisser distraire par nos pensées ou nos soucis. Cela peut être aussi simple que de porter attention à sa respiration pendant quelques instants, de savourer chaque bouchée de son repas, d'écouter attentivement la personne qui nous parle. Donc ralentir, observer, savourer des choses simples en somme. Oui, mais qui peuvent avoir un impact profond sur notre bien-être en pratiquant la pleine conscience. On apprend à apprécier le moment présent, à se libérer du poids du passé et de l'angoisse du futur. C'est une belle promesse. Mais est-ce que ça marche vraiment? L'auteur en est convaincu et de nombreuses études scientifiques tendent à le confirmer, la pleine conscience peut nous aider à mieux gérer le stress, les émotions difficiles et à cultiver un sentiment de paix intérieure, même dans un monde où tout est foutu.
En conclusion, même si le titre du livre peut paraître pessimiste, l'auteur nous offre finalement un message d'espoir. Il nous invite à ne pas nous laisser abattre par le chaos du monde, mais plutôt à cultiver notre force intérieure, notre capacité à trouver la paix et le sens même au cœur de la tempête. On a exploré beaucoup de pistes de réflexion aujourd'hui avec ce livre. Et j'espère que cette plongée dans Tout est foutu vous aura donné envie de vous poser les bonnes questions et peut-être même de trouver vos propres réponses. Exactement. Et même si tout semble foutu, l'important c'est de se rappeler qu'on a toujours le choix de comment on vit et comment on donne du sens à notre existence. Merci de nous avoir accompagnés dans ce deep dive. À bientôt pour une nouvelle exploration.